Alors, ceux qui ont la petite plaquette, là, il faut la préparer, cette plaquette-là. Là, la plaquette, elle est vide, vous l'avez vide, il va falloir l'équiper avec quelques fils. D'accord? Vous avez une plaquette vide, il va falloir l'équiper avec des fils. Il faut fabriquer 6 petits fils dans un premier temps, tout petits, pour réaliser la liaison entre les différentes branches, comme sur l'exemple qui a été donné et que vous pouvez retrouver. Donc, voilà, les 3 fils noirs, les 3 fils rouges. Dans un premier temps, il faut faire ça. Ensuite, alors, ces 3 fils noirs et les 3 fils rouges, à quoi ils servent? Je vois qu'il y en a qui n'ont pas regardé la vidéo de Laurent, parce qu'il réexpliquait ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment on se sert de la plaquette d'essai. D'accord? Il faut la maîtriser, cette plaquette d'essai. Donc, comment on s'en sert? Il faut savoir que vous avez ici des trous, et tous ces trous sont reliés ensemble. Et de l'autre côté, tous les trous sont reliés ensemble. A priori, vu la couleur, on suppose que c'est le même potentiel, c'est la même valeur. Ce n'est pas vrai. C'est vrai entre tous ces trous, c'est vrai entre tous ces trous, mais pas de là à là. Donc il faut créer la liaison. Il faut la faire, donc on va la faire avec des petits fils. Donc on pourrait tirer un fil de là directement jusque là. Ce n'est pas très esthétique, ce n'est pas très costaud. Il est plus sage de tirer un fil de là à là. En même temps, il se trouve que comment fonctionnent ces traits-là, contrairement à ceux-là, ils sont alignés, ils sont reliés, les 5 ici ensemble, comme l'a expliqué Laurent. Donc là, ici, j'ai une liaison électrique. Là, c'est aussi relié jusque-là. Par contre, de là à là, ce n'est pas relié. Donc il faut que je rajoute un petit fil. Je fais cette liaison-là. À ce moment-là, tout ça, c'est relié. Je fais un 3e fil. Je crée la liaison donc entre toute cette rangée-là, cette rangée et cette rangée-là, qui sont reliées au moins de ma source, donc à la masse. Donc pour l'instant, on met le même potentiel en haut et en bas. Oui. Mais pour l'instant, on s'en sert pas. Pour l'instant, ça sert à rien. Alors si, ça va servir tout de suite. Ça va, Vu le circuit qui est là. Alors, ben, là, on a besoin ici uniquement du plus et de la masse. Ici, on a besoin juste de cette rangée-là. Mais vous avez 2 capteurs. Et donc, on va faire la symétrie. Donc, dans la symétrie, on va avoir besoin du potentiel sur cette rangée-là. Donc voilà, ça va servir là. C'est pour ça que je dis, faites-le parce qu'on en aura besoin. Et évidemment, ce que je viens d'expliquer pour la masse, c'est valable aussi pour le fil rouge, c'est-à-dire pour le potentiel plus. D'accord? Une deuxième couche, ça ne fait pas de mal. Donc, vous avez votre plaquette d'essai. Je vous ai amené ici du fil. Donc, essayez de respecter les couleurs. C'est plus sympa d'avoir les fils noirs représentant la masse, les fils rouges représentant le plus. Hein. Vous avez d'autres couleurs qui vous serviront. À chaque fois, vous avez besoin de faire un fil différent. Par exemple, si j'ai besoin d'amener un potentiel de là jusque là, parce que j'ai un autre circuit ici, je ne vais pas prendre du rouge, je ne vais pas prendre du noir. A priori, puisque l'idée, c'est, si j'ai une couleur rouge, c'est une couleur noire, je veux reconnaître tout de suite que je suis sur un potentiel de masse ou un potentiel positif, du plus. Donc, je vais garder ces 2 couleurs-là pour le potentiel de masse et le plus, et les autres couleurs vont représenter un potentiel différent en fonction du fonctionnement du circuit. D'où d'autres couleurs. Ça va? Donc, ça, ce sont des petits fils rigides, ce ne sont pas des fils souples, donc c'est exprès pour pouvoir les insérer là. Alors attention, vous risquez de vous tromper la première fois, c'est-à-dire que vous allez couper soit trop court, soit trop long. Si c'est trop long, on peut revenir en arrière. Si c'est trop court, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, pince coupante, on en prévoit un tout petit peu plus, on dénude. Alors moi, je vous conseille qu'en ce qui concerne de dénuder, inutile de dénuder des 2 côtés. Les fils sont très courts. Au lieu de dénuder sur 5 mm, qui est l'estimation qu'on devrait faire de chaque côté, on énude de 10 mm, 1 cm d'un seul côté. Et puis la gaine isolante, il y en a très peu, ce qui fait que manuellement, vous allez pouvoir la déplacer vers le milieu.
au milieu de votre fil. Et après, vous coudez la partie dénudée et vous plantez aux emplacements demandés. Ça va? Donc ça, il va falloir le faire aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'on fasse un peu d'AOP? Voilà la suite des opérations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par des choses qu'on connaît. Donc, ce qui a été déjà vu, c'est l'association d'une résistance et d'une DEL. C'était une DEL infrarouge. Cette fois, c'est une DEL de couleur. C'est du rouge ou c'est du vert? Du point de vue de l'étude, c'est pareil. Du point de vue de la valeur de la résistance, ça change. Donc, il faudra recalculer la résistance, sachant que c'est une DEL rouge, et en décidant combien on veut faire passer de courant à travers la DEL rouge pour qu'elle s'éclaire assez. Bon, mais sinon, du point de vue de son utilisation maintenant, ça va nous servir à simuler le moteur, parce que pour l'instant, on ne va pas le brancher, on va juste tester. Donc, pour voir et pour dire, tiens, je veux que le moteur s'allume lorsque mon capteur est sur du blanc et s'éteigne s'arrête lorsque le capteur est sur du noir, je vais symboliquement utiliser une DEL, une LED, pour faire cette simulation. D'accord? Donc ça va servir à ça. Lorsqu'elle s'allumera, ça voudra dire que je souhaite que le moteur s'allume. Bon. Donc de ce point de vue-là, il faut recalculer la résistance, mais sinon, il n'y a pas une... Enfin, c'est un montage qu'on a déjà vu. Alors, après, il faut voir ce truc, ce triangle, et cet élément à gauche. Cet élément à gauche, c'est une résistance avec... on reconnaît bien une résistance, c'est exactement la même chose que ça, mais il a une particularité, cette résistance, et ça ne ressemble pas à une résistance telle que les deux que vous avez, ou les quatre, puisqu'il y en a x2. C'est une résistance sur laquelle il y a un petit, ici c'est une petite flèche, et ça sous-entend, bon, il faut le savoir, ce symbole veut dire dans ce cas-là, que l'on peut changer la valeur. Alors, c'est un élément de type résistance variable qui va être utilisé, par exemple là, en potentiomètre. À quoi ça va servir? Ça va nous servir, dans ce cas, à donner, à choisir une valeur de tension, un seuil de tension, qu'on va choisir par le réglage. Alors, pourquoi on va en avoir besoin? On va le voir après. Donc, dans un premier temps, on va oublier ça, on va surtout s'intéresser à ce composant, parce qu'à partir de la compréhension de ce composant, on va pouvoir avancer. Alors, ce composant, s'appelle un amplificateur opérationnel. On l'appelle comme ça parce que lorsqu'on a commencé lorsqu'on l'a inventé, on l'a inventé pour faire des opérations. Et donc, son utilisation standard, c'est de faire des opérations mathématiques. Des multiplications, des soustractions, des divisions, des additions, voilà. Et il peut même faire des logarithmes et des exponentielles. Donc, on l'appelle comme ça parce qu'il est capable de faire des opérations mathématiques simples. Maintenant, il est capable de faire autre chose. Il peut faire un petit peu de logique. Et nous, on va s'en servir justement pour faire de la logique. Alors, il faut savoir comment il fonctionne. Il a deux entrées. Une qu'on appelle l'entrée moins, l'autre l'entrée plus. Il a une sortie. Cette sortie, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, puisque derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On y a branché notre indicateur d'activation du moteur. Donc si ici, la sortie donne une information, un potentiel, une tension élevée, à ce moment-là, il va y avoir un courant qui va circuler. Depuis son alimentation, il faut qu'on l'alimente. Vous voyez qu'ici, il est branché sur l'alimentation. Ce symbole-là, c'est l'alimentation. Ça, c'est la masse. Donc, il faut l'alimenter, bien sûr, sinon il ne marche pas. Il ne peut pas faire toutes les opérations. Et donc, si, pour une raison qu'on verra après,
on commande à ce que la sortie soit à l'état haut, c'est-à-dire alimentée. À ce moment-là, le potentiel de la pile, de la source d'énergie, va se retrouver à cet endroit-là, et donc un courant va circuler et la DEL va s'allumer. Alors pourquoi est-ce que la sortie fournirait un courant ou pas de courant? Parce que les deux sont possibles. Donc pourquoi? Ben, ça va dépendre des deux entrées. Alors de ce point de vue-là, il faut comprendre effectivement ce fonctionnement-là. Je vous l'explique. Les deux entrées vont avoir un rôle simple. Est-ce que l'entrée plus, la tension qu'on met sur l'entrée plus est plus grande que la tension sur l'entrée moins? Réponse oui ou non. Si la réponse est oui, alors la sortie va monter au potentiel de l'alimentation. Et si la réponse est non, alors le potentiel en sortie sera égal au potentiel le plus bas. Le plus bas, c'est ici 0 volt. Donc il y aura 0 volt ici et la DEL sera éteinte. Ce fonctionnement-là, est-ce que l'entrée plus est supérieure à l'entrée moins? Réponse vrai ou faux. C'est une fonction de comparaison. Je compare deux entrées. Et comme elles ont des noms différents, puisqu'il y en a une qui est plus et l'autre qui est moins, alors je vais savoir comment m'en servir pour activer. Exemple pour moi, je veux que lorsque le capteur est sur le blanc, le moteur tourne. Alors, il se trouve que le capteur sur le blanc renvoie comme tension, pas de tension, quasiment 0 volt. Alors que sur le noir, ça renvoie une tension. On va s'intéresser surtout au fait que je veux activer le moteur, pas plutôt qu'il soit coupé. Donc, je suis sur le blanc, pas de tension. Donc, si je n'ai pas de tension, qu'est-ce que je propose? Là, je vais vous donner la solution, mais par défaut, on ne sait pas lequel on met. Alors, regardons effectivement d'abord la bonne solution. Je mets mon capteur ici. Donc là, je suis sur le blanc. Là, il y a 0 volt. Ça va? Ici, quelle que soit la tension que je mettrai, elle sera toujours supérieure à 0. Donc, le capteur va dire comme réponse oui, la tension plus est plus grande que la tension sur l'entrée moins. Alors, en sortie, je vais appliquer la tension maximale, la tension d'alimentation, et ma LED va s'allumer. D'accord? Maintenant, essayons avec l'état sur le noir. Sur le noir, la tension en sortie sur le capteur est la valeur la plus haute, environ E. Donc là, j'ai E ici. Et là, j'ai une tension. Je ne sais pas combien je mets. Attention, est-ce que je peux mettre quasiment la même chose? Si je me trompe, je pourrais avoir l'égalité. Je ne peux pas répondre dans ce cas-là. Je ne sais pas. Quand il y a égalité, c'est ni supérieur ni inférieur. La réponse, c'est l'état précédent. Je ne peux pas répondre lorsqu'il y a égalité. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai préparé le terrain. Et ici, je vais régler volontairement un seuil de tension, une valeur de tension, comprise entre 0 et le maximum E. On va voir tout à l'heure comment on peut représenter symboliquement ce composant afin de comprendre quelle est derrière son utilisation et comment ça se répartit. Donc là, on oublie, disons tout simplement que je règle une tension. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir de régler la tension à la moitié de la capacité du montage. Je sais que 0 c'est le plus bas, que la tension maximale, je l'ai appelée E ici, c'est 3,7, la tension de la pile. Donc je vais dire, allez, je ne sais pas encore comment, mais je vais choisir la moitié. Donc la moitié de 3,7, c'est 1,61, 25, 1,85. Bon, on va dire 2. Donc je me règle ici à environ 2 volts. Je reprends. Si j'ai 2 volts là, je suis sur le blanc. Le blanc, c'est 0 volt. Est-ce que 0 volt est plus petit que 2? Oui. Donc là, je vais avoir ma tension maximale. La DEL va s'allumer. Je suis sur le noir. La tension ici, c'est 3,7, le maximum. Est-ce que 3,7 est supérieur à 2? Non. Donc là, j'aurai 0 volt.
et la DEL sera éteinte, puisque je n'ai pas de potentiel. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Inférieur, pardon. À force, je me mélange. C'est bien de me corriger. Donc, 3,7, effectivement, et n'est pas... 3,7 n'est pas inférieur à 2. Donc, c'est faux. Résultat, en sortie, je vais avoir 0 volts. Donc, après, encore une fois, on verra comment on fait ça. Mais là, on décide une valeur. Et nous, on pourra volontairement la changer. Alors, pourquoi on serait amené à la changer? En fonction de la variation de luminosité, en fonction de l'inégalité de vos capteurs, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, en fonction des résistances, si vous n'avez pas mis les bonnes résistances, si vous n'avez pas trouvé la bonne valeur, si votre capteur est trop haut, trop bas, il va falloir s'ajuster, s'adapter. Et on va le faire par cet élément. Cet élément va nous permettre d'adapter. Alors par défaut, on le met à la moitié. On peut le régler du minimum au maximum. On va le mettre au milieu. Si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, on changera, on réglera jusqu'à ce que ça marche. Donc voilà, ce composant-là est utilisé dans une fonction basique. Ce n'est pas sa fonction principale. Il n'a pas été inventé pour ça. Mais il fait ça aussi. Il fait la fonction comparaison. Il faut savoir qu'il existe ce composant-là en version uniquement comparateur. On ne va pas le prendre parce qu'il est un peu trop délicat. Il serait plus performant, mais pas pratique. Donc, on prend un amplificateur opérationnel que l'on utilise en comparateur. Ça, il le fait aussi. C'est une de ses possibilités. Est-ce que c'est compris? Ouais. Pratiquement parlant, ça se présente comment? Ça se présente comment? Est-ce que les deux, il y aura déjà les deux Oui. Alors, il y a deux possibilités. Soit on a un composant, donc voilà, c'est une petite boîte noire, d'accord? Donc là, il y en a deux dedans. Mais il existe aussi des boîtes noires comme ça, avec un seul dedans. Et il y en a aussi qui en ont 4. Et il y en a qui en ont 8. Et il y en a qui en ont 1000. Bon. Donc, non, ce n'est pas des microprocesseurs quand il y en a 1000. Enfin, 1000, j'ai un peu exagéré. Mais ça permet de faire une liaison, une interface entre une tension à mesurer et un microprocesseur. Bon, on oublie, voilà. Donc nous, on va soit utiliser deux modèles, un pour chaque, soit un modèle où il y a dedans deux. Alors là, je vous propose d'utiliser un modèle à l'intérieur duquel il y a déjà deux. Quel est l'intérêt d'avoir ça? D'abord, c'est plus compact. Et puis, je vais pouvoir utiliser tous les éléments. En même temps, regardez, il y en a deux, certes, mais il y a une seule alimentation. Puisqu'ils sont les deux fonctions dans un même boîtier, ils vont se partager l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a une seule fois l'alimentation. En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 broches. Donc tout ça, ça va rentrer dans un boîtier avec 8 pattes, 8 broches. C'est le cas ici du composant. Et ça fait plusieurs fonctions, tu dis ça fait pas que comparateur. Comment on choisit qui va faire comparateur et pas autre chose? Alors, en fonction des éléments qu'on va rajouter tout autour, si je lui branche entre les sorties et l'entrée, sa sortie et une des entrées, un transistor, une résistance, un condensateur, une diode, je vais changer sa fonction. Là, je ne vais pas vous faire un cours sur toutes les possibilités, je peux le faire. Mais donc, voilà, Mais il détecte suivant ce qu'il a comme entrée, il sait quelle fonction il doit faire. voilà. Il faut lui rajouter. Alors là, c'est intéressant pour nous parce qu'on n'a rien à rajouter pour obtenir la fonction. Pédagogiquement, c'est bien. Si je devais effectivement rajouter des composants, il faudrait les paramétrer en fonction du besoin. On aurait une petite couche de complications supplémentaires. Donc, tant mieux là. Tant mieux. Par défaut, ça fait comparateur. Par défaut, ce branchement-là fait comparateur. Pour qu'il ne fasse pas comparateur, pour qu'il fasse les autres possibilités, il faut rajouter des éléments qui sont à l'entrée, à la sortie, entre la sortie et les entrées. Suivant comment c'est réglé, on obtient plein de possibilités. Regardez sur Internet, montage à base d'amplificateurs opérationnels. Vous allez voir tous les montages. Par exemple, juste pour citer, ça peut faire quoi Alors le premier montage qu'on apprend à utiliser,
c'est un amplificateur inverseur. C'est-à-dire qu'on met un signal en entrée, il l'amplifie et accessoirement, il l'inverse. Exemple, j'ai un sinus qui démarre comme ça, de la musique, un micro, le son d'un micro, là-dedans il y en a un. Le signal à l'entrée du micro est tout petit, est très très faible, mais si on veut l'enregistrer, il faut le monter en puissance, parce que sinon l'électronique ne le perçoit pas. Donc je vais avoir une fonction d'amplification. Ici, on va avoir la fonction d'amplification, donc je vais avoir un signal plus grand. Accessoirement, le premier montage, en même temps, il inverse. Ce n'est pas très grave dans un premier temps que ça inverse, ce n'est pas très grave. Le deuxième montage, c'est la même chose, non inverseur. Donc pareil, mais il n'inverse pas. Il est parfois meilleur que le précédent. Parfois on utilise l'un, parfois on utilise l'autre. Ça dépend des besoins. Après, il y a le soustracteur. Alors là, il y a des résistances. Dans le premier aussi, dans les deux que je viens de dire, il y a des résistances. Après, on peut mettre des diodes, on peut mettre des condensateurs, on peut faire des filtres pour sélectionner. Alors filtrer, qu'est-ce que c'est? C'est sélectionner des fréquences. Par exemple, dans ce micro-là, il y a un filtre qui va être réglé pour uniquement la voix. Quand je parle, j'émets des signaux dans une gamme de fréquences qui sont bien particulières. Mais ce n'est pas les seuls signaux qui arrivent sur le micro. Donc le micro, pour éviter d'amplifier et de se fatiguer sur ce qui ne sert à rien, on le limite et on utilise pour ça des filtres à base, par exemple, de ce composant. Et il y en a comme ça, il y a des livres entiers, rien que sur cette fonction-là. Ça va? J'ai juste une petite question par rapport à ça, mais c'est pas intéressant. L'arrivée de la partie numérique digitale, typiquement le filtrage, souvent ça fait un sampling derrière et une conversion dans le numérique, peut s'abstraire du besoin de ce genre de choses. Oui et non. Dans un premier temps, le micro, il est analogique. Donc il faut d'abord faire un traitement, un premier traitement. Ce traitement est nécessairement analogique, donc avec ce genre de composants. Il est limité, et si on veut avoir un traitement efficace, on va lui rajouter après, par programmation, un filtrage numérique. Les filtrages modernes comportent deux parties. Un préfiltrage analogique, à l'aide de ce type de composants, suivi donc d'un filtrage plus puissant numérique. Il y a les deux. On ne peut pas enlever ça. Si on ne met pas ça, ça ne marche pas bien, mais vraiment pas bien. Il faut vraiment celui-là en premier. Ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de notre petit potentiomètre là? Alors ce potentiomètre, je peux très bien, une fois que j'ai réglé mon seuil, en fait, je pourrais très bien remplacer ce composant. Et si je savais à l'avance quelle était la bonne valeur, je pourrais me passer de ce composant et je pourrais prendre à la place. Donc, en fait, je peux très bien remplacer ce composant-là par deux résistances que je branche comme ça. Voilà, j'enlève ça et je viens ici. Est-ce que je peux tirer un fil? Où c'est que je tire le fil? Il m'embête celui-là. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. Tu crois là? Non, il n'est pas. Il y avait autre chose. Voilà, regardez. Je viens de remplacer le composant bizarre, potentiomètre, par des éléments beaucoup plus simples.
deux résistances. C'est exactement la même chose. Là, s'il y a une petite différence, je ne peux plus les régler. Donc si je connaissais, par exemple, si je dois faire un montage qui doit être fabriqué à 1 million d'exemplaires, je ne vais pas passer mon temps à régler. Donc ce que je fais, c'est que je vais tester avec toutes les possibilités, si le capteur est bien réglé, pas réglé, tout ça, les variations de... Donc si je dois régler en grande quantité, évidemment, ça va coûter cher de demander à quelqu'un, une petite main, d'aller régler. Donc je vais préparer à l'avance, je vais remplacer mon potentiomètre par deux résistances, je les choisis bien, je mets ça, ça coûte moins cher, pas d'intervention en plus, et ça doit marcher. Mais sur 1 million de montages, j'aurai peut-être un taux de déchet de 1%, tant pis. C'est pas grave. Bon. Par contre, nous, ben, on ne sait pas, on est en train de faire un prototype, on n'est pas certain. Donc, plutôt que d'avoir ça, on veut pouvoir faire varier. Donc, ça revient à ça, avec la différence, c'est que je peux changer cette valeur et celle-là en jouant sur mon réglage. Mais sinon, du point de vue électrique, en fait, c'est ça. J'ai dessiné un potentiomètre parce que concrètement, c'est ce que j'ai. Mais en pratique, j'ai ça. Alors, nous, ici, on ne va pas se fatiguer. C'est ce qu'il faudrait. Je vous ai montré ce qu'il fallait. Mais en fait, on va faire ça. Parce que des potentiomètres, ça va être... Il y a plusieurs raisons. Ça va être difficile de trouver un potentiomètre qui rentre là-dedans. Là, ces branchements-là sont un peu galères. Alors, il en existe des potentiomètres qui rentrent là-dedans. Mais le souci, c'est qu'ils sont très fragiles. Et souvent, ce sont des modèles où il n'y a pas un seul tour, mais il y a plusieurs tours. Donc, ça ne tient pas bien, on est avec le tournevis, ça tombe. Au final, nous, ce qu'on veut, on sait que globalement, le capteur, quand il est sur le blanc, il est aux alentours de 0 volts. 0 volts, alors il y en a qui ont mesuré combien? 0,2, 0,3, 0,4. La valeur la plus basse, c'était combien? La plus haute, dans le cas du blanc. 0,4 peut-être? Même pas. 0,3? Vous vous souvenez? Bon, c'est... Hein? Oui. 0,2. Bon, donc vous avez compris qu'on est sous 1 volt. Sous 0,5 volts. Bon, quel que soit le capteur, on est sous 0,5 volts. Quand il est sur le noir, ça monte. Et là, à nouveau, avec le panel de mesure, on avait combien? 3. Tout le monde était au-dessus de 3. Donc on sait que tout le monde sera au-dessus de 3 sur le noir, au-dessous de 0,5 sur le blanc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, j'ai la marge. Si je prends maintenant deux résistances de même valeur, à ce moment-là, ici j'ai ma tension maximale de la Q. Puisqu'elles ont la même valeur, elles vont se partager cette tension maximale. Comme elles ont la même valeur, elles vont chacune en avoir la moitié. La moitié. Donc ici, j'aurai la moitié de la tension d'alimentation. On a dit que c'était 1,85. 1,85, ça tombe bien. 0,5 et 3, 1,85, c'est au milieu, quelque part au milieu. Donc, ça marchera. Avec deux résistances de même valeur, on peut prendre des 15 kg, c'est très bien les 15 kg. Vous avez vu le paquet de 15 kg qu'il y a? Allez, vous pouvez en reprendre 2 de plus maintenant pour faire ça. Et ça nous permet de régler notre seuil. Et on espère, mais normalement avec les mesures qu'on vient de faire, vous avez vu, a priori, on n'aura pas de souci. On va à chaque fois être loin au-dessus, loin au-dessous. Et donc la fonction de comparaison fonctionnera bien, réalisera ce qu'on lui demande. Si on prend deux résistances identiques, mais si on prend celle de 150 ou celle de 15 kg, Ah, c'est une bonne question. la tension restera la même, Oui. bien partagée en deux, Oui, mais c'est la densité qui sera différente. tout à fait. Alors, effectivement, on vient de voir le besoin. Je vais y répondre, On vient de voir le besoin. On veut que la tension à cet endroit-là, pour les comparateurs, soit environ la moitié. Parfait. Maintenant, comment on met ça? On voit que c'est deux résistances, pas de souci. Au niveau des valeurs,
on peut prendre n'importe quoi, n'importe quelle valeur. Supposons que par exemple ici, je prends un court-circuit. Et là, je mets un court-circuit. J'ai la moitié d'un court-circuit. Bon, là, il y a un souci, c'est que je fous tout en l'air. Bon, c'est exagéré. Je vais prendre une autre valeur. Je prends, pour simplifier, un ohm et un ohm. J'ai ma tension. Je divise par 2. Un ohm et un ohm, c'est bien une division par 2. J'ai bien la moitié. Intéressons-nous maintenant à la consommation, au courant qui passe à travers. 1 plus 1, ça fait 2. Ah tiens, au fait, est-ce qu'il y a un courant qui s'en va? Alors, là, c'est le gros avantage de l'AOP. Les amplificateurs opérationnels, c'est génial de ce point de vue-là. Ils répondent à tout ce qu'on veut, mais ils ne consomment rien. Donc il y a une dépendance d'entrée élevée là. Ouais. Ici, il va lire une information, mais il a besoin de rien. Il est frugal. Il ne demande rien du tout. Et normalement, quand il y a un fil qui comme ça veut dire qu'il y a un courant qui avance, qui va quelque part. Ce courant existe, mais il est tellement petit qu'on l'oublie, on le néglige. Ça, c'est le gros avantage de ce composant. Donc, ici, là, il y a bien une information qui est une tension, c'est ce qui m'intéresse. C'est comme ça que je comprends le fonctionnement. Du point de vue du courant, il n'y a rien qui continue là. Donc, tout le courant qui arrive là, il continue là. Ici, j'ai environ 3,7. J'ai deux résistances de 1 ohm. Ça fait, elles sont en série, ça fait 2 ohms. Quel est le courant qui traverse les deux résistances? J'applique la loi d'Ohm. I égale U sur R. U, c'est 3,7. R, c'est les deux résistances en série, ça fait 2. Donc 3,7 divisé par 2, ça fait 1,85 quoi? Ampères. Ampères. Et la Q, lui, il est en milliampères. Il tire la langue. Ça fait un beau court-circuit, ça vous vide la Q. Les résistances se mettent à chauffer. C'est un petit radiateur. On vient d'inventer un radiateur. Bon, donc ça marche, mais pas longtemps. À l'opposé, si je mets de très très grandes résistances, ça va marcher aussi. Ça va consommer rien. Mais là, on va avoir un autre problème. C'est justement le fameux courant que je néglige ici. Oui, il est négligeable. Mais il ne faut pas trop aller titiller. Si je mets des résistances de 1 mégaohm, donc je vais avoir 1 plus 1 mégaohm, ça fait 2 mégaohms. 3,7 divisé par 2 mégaohms, ça fait 1,85 microampères. 10 puissance 6. Inversé, ça fait 10 moins 6. Ça fait 10 microampères. Alors, il se trouve que des microampères, il y a plusieurs problèmes qu'il va y avoir. Ici, suivant la qualité de mon AOP, peut-être qu'on commence à s'approcher de sa consommation propre. Et donc, mon potentiel de la moitié, il va peut-être plus être stable. Mais il n'y a pas que ce problème-là qui va arriver. C'est que quand je commence à avoir des courants très très faibles, comme ça, en fait, mon système, ici, ces résistances vont se comporter aussi comme des antennes. Et donc, tout ce que j'ai autour de moi va représenter des éléments qui vont venir se rajouter sur ce courant, sur ces résistances, parce qu'il faut savoir que comment fonctionne une antenne. Là, mon bras, c'est pas terrible, mais voilà, ça c'est métallique. Là, actuellement, il y a des champs, le 201 volts et n'importe quoi. Eh bien, automatiquement, il y a un courant très très faible qui est en train de traverser ce fil, cette tige métallique, par ces champs-là. Bon, ça n'a pas d'influence parce que c'est très très petit. Mais si moi je veux faire passer un courant très petit, que je rajoute c'est du bruit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est involontaire, c'est un parasite. On appelle ça du bruit. Quand c'est pas volontaire, c'est du bruit. Et j'en veux pas ce bruit. Donc, si l'information nécessaire pour faire fonctionner se rapproche en amplitude du bruit ambiant, le bruit va être rajouté. Je vais avoir 1 microampère, 1,85 microampères, plus du bruit, et mon potentiel va changer à nouveau.
Donc, il faut que je trouve un juste milieu entre pas vider mon accu et pas me comporter comme une antenne. Donc, je vais essayer de mettre de l'ordre du milliampère. Donc, 15 kg, 15 kg. Je suis un petit peu plus bas que le milliampère. Ça ne consomme pas trop. Je suis quand même assez loin du microampère. Et le bruit ambiant ne viendra pas perturber mon montage. Ça va? Ça fait un bon morceau là, non? Parce que le bruit ambiant, ça va décaler de combien? Parce que je regardais sur Tout le courant de fuite est de l'ordre du nano, voire du pico-ampère. Attends, tu parles de courant de consommation et quelle est la techno qui est employée et quel est le composant employé? Le courant de fuite, c'est ça? Est-ce que tu as pris le LM358? Oui, celui-là. Oui, mais c'est ça. Est-ce que tu as pris le 358, le M358? J'ai pris des caractéristiques typiques en kilowatt. Alors moi, j'utilise des AOP de dernière génération, top du top, et ce qui me permet effectivement de mettre des ponts diviseurs qui sont proches du mégaohm pour très peu consommer. C'est pas ce qu'on va faire nous là. On va utiliser un AOP entre guillemets, pardon, courant. Je ne vais pas vous fournir du top. En fait, je vais vous fournir du top malgré tout, parce que j'ai plus que ça. Mais il faut quand même raisonner avec cette situation. D'accord? Donc l'idée c'est, d'accord, je vais peut-être avoir un AOP terrible, mais on ne sait jamais. Ça, c'est des amplis de base. Moi, maintenant, j'utilise des technos différentes, mais ça dépend des besoins. Hein. Puis parce que, mais là, moi, mes étudiants, je leur fais utiliser ça. Je le montre. Là, c'est un 358 AK. Voilà. Donc, bien évidemment, je vous ai donné deux situations extrêmes. L'idée, c'est de se mettre au milieu. Hein. Donc, autour de... Alors, on met un peu plus que 1 kg en général. On met plutôt du côté des 10 kg, comme ça, on descend sous le milliampère. Parce que le milliampère, c'est une consommation qui va être plus utilisée pour les AOP, pardon, pour les LED. Pour éclairer, vous allez voir que les LED, elles consomment quasiment rien. Elles sont du côté de milliampère. Donc là, on veut quoi? On veut un potentiel. On ne veut pas consommer bêtement. Donc, on choisit des valeurs, effectivement, qui sont assez grandes, mais pas trop grandes. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Hein.